Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau télé SD Magazine du forum InCyber. On est ravis d'être avec vous cet après-midi pour une session intitulée IA, régulation et cadre de confiance, quelles avancées et quelles propositions de valeur. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour en discuter Nicolas Miaille. Vous êtes cofondateur et CEO de Prism Eval, on va en discuter. Et vous êtes également fondateur et chairman non exécutif de The Future Society. Et Bertrand Payès, directeur technologie et innovation de la CNIL. Merci à tous les deux d'être avec nous cet après-midi. Alors, on assiste depuis quelques mois maintenant à la multiplication des cadres, textes et autres initiatives visant à encadrer l'IA pour tendre vers une IA de confiance. On pense bien sûr à l'AI Act au niveau européen, mais il y a des initiatives aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie également. L'actualité est riche et parmi les grands enjeux de ces régulations, il y a d'abord, Nicolas, celle de l'évaluation des modèles d'IA. On voit que notamment les modèles de pointe sur lesquels on travaille, en tout cas qui se multiplient, qui vont avoir tendance à encore plus se développer, sont de moins en moins interprétables, en fait, ce qui est un risque à la fois en termes de sécurité mais aussi en termes de confiance. Concrètement, quels enjeux ça représente et puis comment on surmonte, comment on relève ce défi? Merci de votre accueil et merci pour cette question qui parle directement à ce qu'on essaie de faire à Prism Eval. Le cocktail technoscientifique sous-jacent des modèles à la Mistral, à la GPT-4, à la Gemini est un modèle qui est, du fait de la taille et de la profondeur statistique des modèles, complètement inscrutable et ininterprétable. On a affaire à de grosses boîtes noires, le problème grandit. Et il grandit assez vite puisque la taille de ces modèles, la complexité, la profondeur et la façon dont on les intègre dans des agents autonomes grandit. La façon dont ils passent d'une modalité, le texte, à plusieurs modalités, la vision grandit aussi. Donc on a un gros problème d'interprétabilité. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la civilisation humaine industrielle qu'on fait face à ça. Quelque part, les sciences de la vie, le biomédical fait face à ça. Et donc l'évaluation, un petit peu comme dans une logique d'essai clinique, mais qu'il faudrait faire plus rapidement, plus fort, plus vite, essayer de la rendre semi-automatique ou le plus automatique possible et le plus en temps réel possible. C'est vers ça qu'on se tourne. C'est vers ça. Et c'est le genre de solution qu'est en train de mettre en place Prism Eval, de façon à, au travers d'une recherche pour mieux comprendre ces modèles, faire de l'interprétabilité pour comprendre la façon dont ces modèles comprennent comme des artefacts cognitifs dignes d'être étudiés, en tirer des expérimentations en laboratoire et ensuite des applications et des produits pour venir profiler leur comportement, profiler leurs capacités cognitives et profiler la façon dont certaines capacités dangereuses pourraient exister. Et intégrer ça ensuite dans le cycle complet du développement et du déploiement, de l'édition de modèles de fondation, à l'intégration dans une solution produit et au déploiement. Voilà. Et ça dans une boucle, on n'aura pas le choix parce que la pression au déploiement, les performances sont là, mais on n'y comprend rien à ces modèles. Donc, et la pression au déploiement est telle, avec l'explosion de ChatGPT, la demande est tellement forte que si on veut pouvoir régler nos problèmes de confiance, de cybersécurité et de partage de la valeur, d'un partage digne de la valeur, il va falloir qu'on mette l'évaluation de ces modèles au cœur de la façon dont on construit notre filière de l'IA générative. Et est-ce que c'est déjà reflété dans les cadres et textes, et notamment dans l'AI Act, dont on parle beaucoup aujourd'hui? Je dirais pas trop mal. Le souci de la logique d'audit indépendant, d'audit réglementaire, et là moi je parle plutôt d'audit technique, et ça je ne parle pas vraiment d'audit, je parle plutôt d'évaluation. On la retrouve dans le texte à différents endroits, notamment pour les systèmes qui sont qualifiés de haut risque, et les systèmes qui représentent un risque dit systémique, du fait de la complexité, de la multimodalité, de la taille de leur part de marché. Donc on le voit apparaître, il y a eu beaucoup de discussions, il y en aura encore dans la mise en œuvre. De mon point de vue, c'est peut-être pas suffisant, parce que je crois que vraiment qu'on a une problématique d'évaluation qui doit être partout, mais elle est déjà là dans le texte. Ça c'est un bon début. On est sur le bon chemin. Oui. Alors, il y a un autre sujet, Bertrand, qui est celui de la protection des données personnelles. Et on voit bien d'ailleurs que l'AI Act et tous les autres textes qui sont arrivés au cours des derniers mois n'arrivent pas non plus sur un no man's land de l'encadrement de l'IA. Il y a déjà un certain nombre de textes qui encadrent même indirectement les usages et les applications, notamment le RGPD. Comment concrètement le RGPD adresse cette question des données personnelles dans l'IA et comment est-il amené à cohabiter finalement avec l'AI Act quand il entrera en vigueur? Alors, merci beaucoup de m'accueillir également. Alors, en effet, beaucoup de modèles d'IA vont traiter des données personnelles, parfois pour personnaliser des services, et donc là, on est vraiment dans un traitement qui peut avoir des effets sur les personnes, et parfois juste pour construire une brique générique. Donc, les modèles de langage, par exemple, il n'y a pas de volonté particulière de traiter des données personnelles ou
personnaliser, on veut juste modéliser le langage humain ou le langage français. Mais il se trouve que pour faire ça, on va souvent traiter des données personnelles. Et donc, on a lancé un travail justement d'explication de comment la conformité au RGPD pour cette phase, enfin 2 phases, donc la phase de collecte de base d'entraînement, de base d'apprentissage, et la phase d'entraînement, quels sont les points de vérification qu'on doit faire pour avoir la conformité au RGPD. Basiquement, si on traite des données personnelles dans une phase ou dans l'autre, on doit à minima informer, permettre aux gens d'exercer des droits, ce qui n'est pas absolument trivial. Par exemple, il y a un principe dans le RGPD qui est un principe d'exactitude et un droit de rectification des personnes. Quand vous parlez de modèles statistiques qui ne font que des sorties probabilistes, soit de mots, soit d'images, soit de ce que vous voulez, par nature, c'est pas exact. Enfin, c'est fait pour être exact dans plein de cas, mais pour avoir une probabilité d'exactitude et pas une exactitude absolue. Et si vous voulez rectifier une sortie, si on prend toujours l'exemple des modèles de langage, si vous voulez rectifier une sortie et dire je veux que jamais ils disent des trucs faux sur Bertrand Payès, c'est assez compliqué si votre produit est sous-jacent, c'est juste un modèle de langage qui est juste là pour produire le prochain mot. Donc c'est pas impossible, enfin c'est pas impossible, c'est compliqué et l'enjeu c'est vraiment d'accompagner à la fois les gens qui développent ces modèles et les gens qui vont les déployer, les intégrer dans des produits pour dire voici les mesures que vous devez faire pour limiter les risques en termes d'invasion de la vie privée et permettre aux gens d'exercer leurs droits notamment, et puis aussi d'autres aspects comme la sécurisation où il y a tout un champ, enfin c'est tout à fait le sujet aujourd'hui au FIC. Il y a tout un champ parce que les IA apportent des nouveaux modèles d'attaque qu'on appelle par exemple attaque par inférence d'appartenance, inversion de modèle qui vise à essayer de retrouver, alors ça ne marche pas trop sur des très grands modèles, mais sur des modèles d'IA plus petits, de retrouver les données d'entraînement, de retrouver des données sur les personnes. Donc on travaille sur ça, on a publié un premier jeu de fiches à l'automne dernier, on va publier les versions définitives et puis on va en publier des nouvelles pour essayer de donner des clés de lecture en se concentrant à ce stade, non pas sur la demande la plus forte, telle que Nicolas l'a dit, qu'il y a des gens qui veulent utiliser ça, mais sur les gens qui développent, pour pouvoir ensuite dire aux gens qui veulent l'utiliser, à quoi ils doivent, qu'est-ce qu'ils doivent interroger de leurs fournisseurs pour justement dire ce modèle-là, il est conforme RGPD. Et c'est là où je pense que là où je rejoins ce que dit Nicolas, l'évaluation va rentrer en ligne de compte parce que les utilisateurs vont dire mais votre modèle, est-ce que vous l'avez évalué tout seul, est-ce que vous l'avez évalué par un tiers, selon quel protocole, quel référentiel, etc. et qui va permettre de sans doute sécuriser une partie du marché des acheteurs et des intégrateurs. Et puis ça rejoint aussi toute la question de l'innovation finalement, et c'est un des grands débats qu'il y a eu pendant les négociations sur la AI Act. Est-ce que en France notamment, on a beaucoup dit, mais que trop d'innovation, trop de contraintes et de régulation risquent de freiner, de brider l'innovation. Est-ce que c'est vraiment une limite qu'on voit dans ce texte-là, ou au contraire, est-ce qu'on peut penser que l'innovation, à contrario, que la régulation va permettre justement d'impulser l'innovation ? Je pense que dans les négociations finales, et la France a porté cette voie, on a essayé de trouver un meilleur équilibre dynamique entre innovation et sécurité, en apprenant, je dirais pas des échecs, mais des contraintes qu'on s'était données par ailleurs par le passé, et notamment en apprenant, en regardant ce qui avait été fait pour le RGPD, et de la contrainte et comment on la faisait peser. Et donc il y avait une certaine forme de crainte, et qui a été au cœur des négos. Moi je pense... Pourquoi j'ai donc décidé à la fin de l'année dernière d'abandonner mon mandat exécutif à la tête de TFS et de créer en France, pas à San Francisco, en France, en Europe, une société qui met l'évaluation et l'interprétabilité des modèles de points d'IA au cœur de sa proposition de valeur. C'est parce qu'il y a là justement une chance, que pour moi c'est la clé de voûte de cet équilibre dynamique entre innovation et sécurité. On veut les deux, on peut avoir les deux, on doit avoir les deux, mais ça ne va pas se faire tout seul. Et quand je fais un pas en retrait et que je regarde, quelle est la force de l'Europe, de son modèle industriel ? C'est justement sur la maîtrise des fonctions critiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Airbus taille des croupières à Boeing. C'est dans le temps long, ces paris de long terme qui mettent la maîtrise des fonctions critiques au cœur de notre modèle industriel, dans lequel on est très fort. On est moins fort dans les médias, on est moins fort dans l'e-commerce. Par contre, on est Stellantis, Airbus, Siemens, Bosch, ça on est fort. Et donc, de faire en sorte que l'IA qu'on désire,
elles soient au service de cette proposition de valeur. Et quelque part qu'on arrête parfois un peu de courir derrière les Américains pour racheter 3 ans plus tard les produits qu'on a développés parfois sous fonds publics en France et en Europe 10 fois plus cher. Et donc quelque part qu'on mette l'IA au service de notre modèle industriel. Et donc de mon point de vue là, c'était une forme de réconciliation entre le citoyen, le consommateur, la classe moyenne, le travailleur, la travailleuse, enfin les gens qui font l'économie, l'emploi de masse. Mais ça ne va pas se faire tout seul. On s'est créé une camisole de contraintes, c'est courageux, c'est un pari de long terme. On a maintenant une obligation économique, technologique, morale, politique à faire en sorte qu'on arrive à marcher sur 2 jambes, qu'on a un vrai modèle d'innovation, un vrai modèle industriel. Et ça ne va pas se faire tout seul. Et je fais partie des acteurs qui décident de faire ce pari, décident de miser, qui lèvent des fonds pour faire en sorte que ces solutions d'évaluation soient un avantage, une forme de différenciation, d'avantage concurrentiel, compétitif par rapport à nos concurrents américains qui n'ont pas posé ce cadre légal contraignant et qui ils vont être donc moins contraints. Nous, on prend ce pari, c'est un pari de long terme. Mais c'est un pari de long terme qui fonctionne bien avec les fondamentaux de notre modèle industriel. Notre force, c'est Airbus. C'est l'influence normative, en quelque sorte. La maîtrise des fonctions critiques, le cadre de confiance. Le cadre de confiance et la façon dont la régulation crée ce cadre de confiance. Parfois, on a fait porter au cadre de régulation des échecs qui ne lui appartenaient pas du tout. C'est parfois un peu facile de dire que c'est à cause de ces règles qu'on n'innove pas. Il y a peut-être d'autres problèmes aussi. On a problème des limites. On a peut-être des limites dans notre capacité à intégrer nos marchés de capitaux, à avoir la force de frappe capitalistique. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Et puis il y a peut-être parfois eu un manque de leadership industriel, même si maintenant on voit avec QTI, avec Mistral, on y est. On a une tête de filière qui est forte, qui est puissante, qui a beaucoup de choses à montrer, qui est techniquement très très compétente, qui a compris le besoin d'être véloce. Mais ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Et ça impliquera aussi de gagner la bataille des normes, qui est évidemment indissociable de celui de la régulation, et c'est le cas pour l'IA Act. Et il y a déjà deux organismes un peu concurrents qui sont à l'œuvre à l'international, on va dire, et en Europe, pour mettre en place des normes qui permettront de mettre en œuvre concrètement ces différents textes. Est-ce qu'on est déjà dans cette bataille des normes? Qu'est-ce qu'on doit en attendre? Est-ce que l'Europe peut remporter cette bataille? Alors, oui, on est déjà dans la bataille des normes parce que la Commission européenne, avec le règlement IA, a demandé à ce qu'il y ait 10 normes qui soient produites, 10 standards qui soient produits pour soutenir un certain nombre de principes, la robustesse, le contrôle humain, par exemple, et que les autres continents font la même chose. Les Américains, dans le décret de Biden, demandent aussi aux NIST d'élaborer des normes pour le recours à l'IA notamment dans un certain nombre de fonctions fédérales. Et il est certain qu'en Chine, il y a aussi une organisation très organisée pour définir des normes. Donc c'est assez nouveau sur ce mode de régulation du règlement IA, qui est un mode de régulation de produits en fait, qui n'existait pas beaucoup pour les logiciels. C'est vraiment des nouvelles modalités d'interaction de la Commission européenne. À côté de la régulation concurrentielle historique et la régulation des droits fondamentaux, là on a vraiment la régulation de sécurité des produits qui vient importer ce que les gens connaissent pour justement les voitures, les jouets, les produits chimiques à des logiciels. Donc Cyber Resilience Act pour la partie vulnérabilité cyber, et puis AI Act pour la partie risque lié à l'IA. Donc c'est intéressant, je pense que ça donne le cadre pour imposer une vision européenne, et les normes, après, si elles sont bien faites, elles peuvent effectivement aussi s'imposer, sachant que le dialogue européen, il est quand même coordonné aussi à l'ISO, qui est au niveau global, et que les gens qui produisent les normes en Europe sont aussi beaucoup des sociétés américaines qui produisent les mêmes choses aux États-Unis. Enfin, la capacité à être sur tous les fronts de la norme est quelque chose qui n'est pas donné à beaucoup d'entreprises, et la plupart de ces entreprises qui le font de manière systématique sont des entreprises américaines. Après, pour rebondir aussi sur ce que disait Nicolas sur la régulation, je pense que c'est vraiment le modèle européen, et l'innovation, c'est vraiment le modèle européen de dire on fait un cadre de régulation qui permet l'innovation. Je prends l'exemple, il y a 15 ans, si on prend les télécoms, on a un cadre américain où on a assez peu de régulation, on a peu d'innovation, des prix chers. En France, c'est par la régulation qu'on a fait arriver la Freebox, qui a maintenu les prix bas et qui a fait des services innovants aux utilisateurs. Donc quand c'est bien fait,
ça peut avoir des effets, y compris sur l'innovation, parce que ça donne effectivement le terrain de jeu, ça réduit le pouvoir des puissants, des acteurs dominants, en les mettant sur le même terrain de jeu que les nouveaux acteurs. Et si la régulation elle vise à faire ça, c'est très bien. Après, si on ne se donne pas les moyens d'appliquer cette régulation et qu'on fait juste des règles qui vont insécuriser des petites entreprises européennes et pas leurs concurrents internationaux, effectivement, on est perdant sur tous les tableaux. Tu t'es rajouté peut-être quelque chose sur cette bataille des normes, justement ? C'est une bataille très importante. Et il y a des interactions très fortes dans la relation transatlantique entre le CEN-CENELEC, qui s'est vu appointer, qui s'est vu donner mandat par la Commission européenne de compléter la codification réglementaire par une codification technique. Donc c'est un prolongement, c'est une forme de stratégie réglementaire assez intelligente, je trouve, d'essayer d'être holistique, de taper les normes et le code. Code is law, donc on va faire les deux en même temps. Je trouvais ça assez intelligent, et d'avoir donné mandat au CEN-CENELEC. Mais en effet, ce que Bertrand décrivait tout à l'heure, il l'a dit avec, je trouve, beaucoup d'élégance, mais il y a un combat titanesque, une sorte de combat titanesque qui se déroule au sein de ces groupes de travail, comme le JTC 21 et le SC42 à l'ISO, entre les big tech américaines, des industriels européens et des industriels américains et d'autres aussi, et même des Chinois, pour essayer de gagner ce combat de la norme. Ce que je peux dire quand même, c'est que c'est très difficile d'être fort dans la norme si on n'est pas fort dans la technique et dans le business. Et donc c'est pour ça que c'est très important de se préoccuper des règles du jeu, et c'est très important aussi de se préoccuper de l'art du jeu. Et donc et c'est un petit peu cette voie qu'a porté la France dans la négociation de la filiation de l'IAAC, c'était de faire en sorte que nos acteurs émergents puissent trouver leur place pour qu'ensuite on puisse quelque part recycler la filière, puisque ce sont des têtes de filière, qu'on puisse recycler l'intérêt des filières dans ces normes. C'est un peu le jeu. Et parce qu'aujourd'hui, je vois, moi, qui ai beaucoup aussi porté les intérêts, je le fais moi aujourd'hui puisque je défends une start-up, mais qui ai beaucoup porté les intérêts de la société civile, je vois à quel point parfois nous étions seuls à représenter les intérêts de la société civile, donc les syndicats et autres, dans ces discussions. Il y a un déséquilibre, une asymétrie trop importante, avec des enjeux trop fondamentaux pour que ça continue comme ça. Il faut vraiment essayer de rééquilibrer les choses. C'est pas facile parce que ça demande du temps, ça demande de l'expertise technique. C'est pas facile, mais c'est essentiel. On n'en parle pas assez pour les gens qui nous écoutent. C'est quelque chose qui peut avoir l'air assez distant, mais il est vraiment impératif que tous les acteurs économiques qui ont à en connaître et à en débattre investissent et fassent partie de ces conversations qui sont très, pour le coup, normées. On ne rentre pas comme ça, on n'a pas comme ça de l'impact. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans, et pour beaucoup de bonnes raisons, la plupart pour de bonnes raisons, pour quelques parfois mauvaises raisons, mais la plupart du temps pour de bonnes raisons. Je crois qu'on peut dire qu'effectivement, reprendre la phrase que vous mentionniez tout à l'heure, mais on a eu le courage de se donner des contraintes. Maintenant, il faut avoir le courage et faire l'effort de passer à l'étape d'après et de faire fructifier tous ces efforts. Oui. Si on prend l'exemple du RGPD, on avait le courage de se donner un cadre qui portait en lui les germes d'innovation fantastique qu'on n'a pas vu se réaliser. Deux exemples. La portabilité de la donnée, qui était vue à l'époque comme un moyen de rééquilibrer la topographie du pouvoir entre les gros et les petits. Force est de constater, de mon point de vue, que quasiment 10 ans après que cette mesure a été pensée, elle n'existe pas au bénéfice. On n'a pas réussi à créer cette réalité. Pourquoi ? Peut-être qu'on n'a pas mis les moyens, l'innovation, la politique industrielle, qu'on n'a pas mobilisé une filière pour que ce soit le cas. Voilà. Et il ne faudrait pas que ça se répète. Typiquement, là, on a beaucoup de choses à faire. Il ne faudrait pas que ça se répète parce que sinon, c'est les plus gros qui gagnent, et les plus gros, ils sont pas européens. Eh bien, essayons en tout cas d'apprendre de nos erreurs. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous cet après-midi. Et donc, on vous tient au courant des prochaines évolutions sur ce sujet. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Amélie. Merci.